Bonjour, donc c'est Sami Bougara de nouveau sur la chaîne YouTube du classique quantique. Donc nous essayons aujourd'hui de résumer ou bien de faire des résumés sur la physique quantique, une nouvelle science sur l'équation de Schrödinger et l'incertitude ou bien le principe d'incertitude d'Eisenberg. Donc on commence par la définition d'une onde. Une onde, il subit les lois d'onde. Les lois, ce que veut dire les lois d'onde, c'est l'effet d'interférence, c'est-à-dire lorsque vous passez une onde un faisceau d'onde ou bien un faisceau lumineux d'un trou qui est très proche, sa diamètre est très proche de longueur d'onde, donc on obtient une interférence, comme vous voyez, celle-là, donc interférence, celle-là c'est l'interférence, c'est-à-dire des zones d'ombre et des zones éclairantes. Et un effet de corps, puisque un effet du corps ou bien les masses, lorsque les masses donc on a une collision des masses, on obtient, comme vous voyez, des conservations de quantité de mouvement, c'est-à-dire lorsque vous avez une bille frappe une autre, donc on obtient la loi de conservation de quantité de mouvement. La loi de conservation de quantité de mouvement et la démonstration de la conservation de la quantité de mouvement, c'est dû à la loi de Newton. F égale à m gamma, c'est-à-dire F égale à m dérivé de mv sur dt. Lorsque f égale à 0, donc dérivé de mv égale à 0, c'est-à-dire mv égale à constante. Voilà, donc on a un problème ici. Est-ce que la lumière est une onde ou bien un corps? Donc, comme vous voyez, l'effet de Compton, donc c'est l'effet photoélectrique, et c'est qui a mis que, ou bien qui a affirmé que la lumière a la forme d'un corps, un corps ou bien un corps comme étant un corps possède une masse. Et la diffraction de la lumière et le passage dans les fonds de Young et l'interférence euh, donc affirme que la lumière a la forme d'une onde. Donc deux situations, deux expériences contradictoires et nous affirme d'une part que la lumière a la forme d'un corps et d'autre part à la forme d'une onde. Un petit rappel sur les lois de physique. Donc, comme vous savez, donc j'ai une petite vidéo sur mon chaîne que l'expérience de Max Planck qui a démontré, ou bien la, la- la fameuse euh, équation de Max Planck qui a démontré dans laquelle que l'énergie de lumière ou bien d'un photon égale à h nu. C'est c'est l'équation Einstein-Max-Planck. D'autre part, donc, et comme vous voyez, donc ici la quantité de mouvement, ces lois sont des lois relativistes. La quantité de mouvement égale à gamma m0v et l'énergie égale à gamma m0c carré, et gamma égale à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Ces lois sont très faciles, vous connaissez très bien ces lois, donc sont très simples et leur démonstration donc, se trouve sur Internet. Maintenant, euh, le problème est de chercher une théorie qui peut accepter les lois, l'expérience de Broglie et les lois de Max Planck. Donc, que veut dire l'expérience de Broglie? L'expérience de Broglie, donc, il a démontré qu'un électron a une longueur d'onde. Un électron, vous savez très bien qu'un électron admet une masse, donc c'est un corps.
Donc, De Broglie elle a démontré avec l'expérience d'interférence des faisceaux d'électrons, elle a démontré que les électrons se comportent comme des ondes. Elle a calculé sa longueur d'onde, elle a démontré que la longueur d'onde égale à h sur p, h constante de Planck, c'est la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, vous savez très bien, la quantité de mouvement, c'est m fois v. Mais le problème est de chercher des relations que euh, comporte, ou bien, comme j'ai dit, nous essayons de chercher des équations qui comportent ou bien supportent les lois de Max Planck et les lois de Broglie. Vous savez très bien que l'énergie d'un électron relativiste égale à énergie, oui, égale à, ici, égale à m0 c carré sur 1 moins v carré sur c carré. Et donc, on obtient ici, on a une masse. Et d'autre part, le, les équations de Max Planck affirment que les ondes, ou bien les photons comme une forme ondulatoire, admet une énergie égale à h nu. Donc ici, on essayant, donc d'après l'expérience de Broglie, de Broglie a démontré que les masses admettent une autre forme, en forme ondulatoire. Que veut dire une forme ondulatoire? C'est-à-dire comme il y a un grain de poussière, donc elle admet une longueur d'onde, se comporte comme une onde. Le diamètre d'un grain de poussière est 1 micromètre. Sa masse, vous voyez ici, donc sa masse est 10 puissance moins 6 kg. Sa vitesse, par exemple, 1 mm par seconde. Donc sa longueur d'onde doit être, d'après l'expérience de Broglie, qu'elle a démontré avec un faisceau d'électrons. Je répète que les électrons et les masses, les petites masses, se comportent comme des ondes. Donc, d'après De Broglie, lambda, longueur d'onde égale h sur p, donc égale avec le calcul p, la quantité de mouvement m fois v, vous voyez ici, et la constante de Max de Planck égale à, donc on obtient une longueur d'onde 6,610 puissance moins 25 mètres. Cette longueur d'onde est très 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 petite, c'est-à-dire lorsque la masse se augmente, la longueur d'onde devient très 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 petite. Mais une telle longueur d'onde est négligeable. De taille de grain de poussière, donc la longueur d'onde est plus petite que la taille de le grain de poussière ou bien. Par contre, donc, exemple neutron, donc la longueur d'onde d'un neutron, vous voyez donc la masse d'un neutron égale à 1,67 10 puissance moins 27 kg avec des autres calculs en utilisant l'équation ou bien la relation de De Broglie, donc on obtient une longueur d'onde à 1,4 10 puissance moins 6 mètres. Mais la longueur d'onde ici d'un grain de poussière est 6,6 10 puissance moins 25 mètres. Donc vous voyez que le problème est, et lorsque la matière ou bien le corps augmente de masse, donc sa longueur d'onde devient très 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 petite. Maintenant, revenons sur le modèle de Bohr. Vous savez très bien. Donc, De Broglie a démontré que la longueur d'onde de n'importe quelle masse, la longueur d'onde égale à h sur la quantité de mouvement. Donc, lorsque une masse se déplace avec une vitesse v, donc elle admet une quantité de mouvement égale à p, donc sa longueur d'onde devient h sur p. Le problème qui se pose ici, que lorsque vous avez un électron, un atome plutôt, et un électron orbite tout autour, donc, du point de vue de Broglie, elle a démontré que la forme de l'électron ne tourne pas sous forme d'une orbite, c'est une onde. Donc, elle forme d'une onde, vous voyez, comme la forme d'une onde. Ici, n'est pas un orbite régulier, donc c'est une onde. Mais le problème de Bohr, ou bien le modèle de Bohr, que lorsque vous avez un électron tourne tout autour d'un noyau, donc d'après les lois physiques classiques simples, donc un électron se déplace avec une vitesse v,
Donc, il va définir, ou bien il définit un, euh, un courant, un flux de courant. Donc, lorsqu'il définit un courant, donc il définit un champ magnétique. Mais lorsqu'il définit un champ magnétique, comme la bobine, c'est-à-dire, comme vous voyez, comme la bobine, un faisceau d'électrons tourne dans un fil spirale, donc il définit un champ magnétique. Donc, lorsque le champ magnétique, on obtient un champ magnétique, donc on obtient un auto-induction, c'est-à-dire on obtient un champ magnétique qui se pose au champ magnétique de cet électron. C'est ce qu'on appelle en électronique auto-induction. Donc on obtient un champ magnétique inverse, c'est-à-dire va freiner l'électron et donc il va diminuer son énergie, c'est-à-dire il va diminuer son rayon et donc l'électron tombe dans le noyau de l'atome. Cet phénomène n'est pas donc réalisé, ou bien on ne trouve pas des atomes, c'est-à-dire on ne trouve pas des atomes dans notre vie. Mais c'est contradictoire avec la vie courante. Euh, la question, donc, si on associe une onde à toute particule, quelle est l'équation associée? Donc, si vous avez une particule et il a la forme d'une onde, donc vous savez très bien, il y a une équation d'onde, on a l'équation d'onde. L'équation d'onde, vous savez très bien, l'équation, donc la théorie des équations d'onde, ou bien elle est inspirée de la corde vibrante. J'ai une petite vidéo sur ma chaîne sur la corde vibrante, l'équation d'onde. Donc on obtient une équation d'onde 1 sur c carré, eh bien 1 sur c carré dérivé de psi. Le psi, cette fonction, c'est la fonction d'onde. Cette, cette fonction est la fonction d'onde. Donc on a 1 sur c carré dérivée deuxième de psi par rapport au temps égale à dérivée deuxième de psi par rapport à l'espace x. Et comme vous savez très bien, donc on obtient la fonction d'onde de la forme A cos. Il y a des formes d'onde, donc, ou bien des équations de résolution. On a beaucoup de résolutions, donc l'équation, la célèbre résolution, ou bien la célèbre équation, solution est A cos kx moins oméga t, k nombre d'ondes et la oméga la pulsation. Mais cette équation, c'est l'équation d'onde dans laquelle n'existe pas la masse de particules. Donc, nous essayons donc de chercher, ou bien nous essayons de chercher une équation qui comporte d'une part l'équation de la masse de la particule et d'autre part, il vérifie l'équation d'une onde. Donc, vous savez très bien, la célèbre équation, c'est l'équation de Schrödinger qui a mis en évidence la masse et la forme ondulatoire d'une particule et la forme corpusculaire. Donc, c'est-à-dire comme les électrons, etc. Donc, vous savez l'équation de Schrödinger. Donc, j'ai une vidéo sur laquelle, dans ma chaîne YouTube, qui démontre, bien, on ne peut pas dire démontre, mais qui simplifie l'inspiration de l'équation de Schrödinger. Donc Schrödinger l'a basé sur une particule qui a une énergie potentielle, une énergie cinétique. Et donc il a multiplié par la fonction psi d'une part et d'autre. Et donc il a essayé de diminuer le, 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 la vitesse qui n'admet pas donc la vitesse, on ne sait pas la vitesse d'un électron, c'est-à-dire on ne sait pas la quantité de mouvement, puisqu'on ne sait pas l'équation de mouvement de l'électron. Donc Schrödinger a essayé d'éliminer et de dériver, d'utiliser des calculs dérivés pour éliminer la masse et éliminer la vitesse. Non, plutôt, je m'excuse, pour éliminer la vitesse, c'est-à-dire la quantité de mouvement, pour éliminer l'énergie qu'on ne sait pas, l'énergie. Donc notre problème, c'est de calculer l'énergie. C'est pas d'utiliser une chose qu'on n'a pas calculée. Donc Schrödinger a essayé de chercher une équation dans laquelle on ne se trouve pas la quantité de mouvement, il ne se trouve pas l'énergie. Donc on obtient une chose comme ça. Donc j'ai une vidéo sur laquelle donc, comment j'ai expliqué comment Schrödinger arrive à cette équation. Donc vous savez très bien l'équation, la célèbre équation
prix Nobel sur cette équation. IH bar, IH bar dérivé par rapport de psi par rapport au temps égal à, donc c'est l'opérateur laplacien et donc et le potentiel c'est un opérateur de Hamilton donc on appelle ou bien on note l'opérateur H quand vous voyez l'équation donc se résume comme ça donc l'équation de Schrödinger. Mais le problème de l'équation de Schrödinger, il y a beaucoup de problèmes. La première chose, que l'équation de Schrödinger n'est pas relativiste. C'est-à-dire, lorsqu'on applique la transformation de Lorentz, vous pouvez donc trouver dans ma chaîne c'est quoi la transformation de Lorentz. La transformation de Lorentz, donc, la mise en évidence, le changement de repère de relativiste. Donc l'équation de Schrödinger ne mise pas en évidence l'équation de Lorentz, plutôt la transformation de Lorentz. Il ne mise pas en évidence les particules relativistes. Donc il fallait une correction sur l'équation de Schrödinger. Donc il y a une correction. Donc il y a deux autres équations qu'il a corrigées comme l'équation de Dirac. L'équation de Schrödinger ne comporte pas le spin d'électron. Donc, ne comporte pas ni l'énergie, ni la relativité, ou bien les équations relativistes, et ne comporte ni la spin, le spin plutôt. Donc, il fallait une correction qui a pas. La correction, c'était découverte avec l'équation de Dirac. Donc, nous essayons de résoudre. Donc, il y a plusieurs cas pour résoudre l'équation de Schrödinger. Donc, on peut le potentiel ici. Donc, l'équation de Schrödinger. Donc, IH bar dérivé de psi par rapport au temps égale à moins h carré bar c'est 2m la masse laplacien de psi plus le potentiel fois psi. Donc, si le potentiel indépendant de temps est égal à 0, donc la particule est libre, on obtient une telle équation. Donc, une telle résolution et donc une telle résolution, on peut résoudre cette équation, c'est très simple. Donc, la résolution, on peut séparer les variables en posant psi de RTT égale à RTT fois G de R. Donc, un simple calcul, on obtient en divisant, en faisant le calcul de en utilisant ces deux fonctions, on obtient finalement que g de r fois rho de f sur le dt égale à h carré sur le deuxième. Ici, la dérivée laplacien, donc dans la partie droite, laplacien agit sur l'espace, donc sur x ou bien sur r. Et de la côté gauche, la dérivée par rapport au temps agit sur le f, c'est la fonction f. Donc, g comme étant, il devient une constante à gauche, et f de t devient une constante à droite. Donc, en divisant par la fonction psi, on obtient une telle chose comme ça, qui est très simple de point de vue mathématique. Donc, de point de vue mathématique, elle est très simple. Vous voyez, donc, c'est ici une fonction qui dépend de temps égale à une fonction qui dépend de r. C'est la simple solution que ces deux, de part et d'autre, ces deux fonctions égales à une constante. Une constante, c'est indépendant de t et r. Donc, on obtient f de t égale à moins ct sur h, etc. Donc, les résolutions simples. Et de même, on obtient une g de r égale à une forme exponentielle. Donc j'insiste pas sur ces calculs. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et donc voir tout doucement l'équation de la résolution. On obtient finalement, pour ce cas particulier, on obtient psi de r de t égale à f de t g de r égale à exponentielle k r, le vecteur k fois vecteur r moins e t sur h avec e l'énergie, où k c'est le plan d'onde. Donc, c'est très simple, donc vous pouvez le vérifier simplement. Donc ici, il y a une analogie avec les plans d'onde, donc vous pouvez l'arrêter la vidéo et voir tout simplement. Le problème ici,
relation de certitude ou bien principe d'incertitude de Heisenberg. Le problème, c'est quoi? C'est lorsque psi est de RT, que représente cette fonction psi de RDT? C'est-à-dire la fonction solution de l'équation de Schrödinger. Que représente psi de RDT? Donc, les physiciens ont démontré que c'est une densité donc c'est une densité de probabilité. Densité de probabilité, donc densité de probabilité, trouver la particule. Lorsqu'on calcule la norme de psi RT, donc on obtient la norme au carré égale à la valeur de A au carré. Le A dépend des conditions initiales, comme vous savez très bien, c'est des calculs mathématiques. Lorsqu'on faisons la probabilité d'existence d'une onde de 0 à l'infini, on trouve que c'est infini, c'est-à-dire vous pouvez trouver l'électron partout, ce qui est impossible, ce qui n'est pas de physique, donc c'est impossible. Donc, ce qui est impossible, ce qui contradit la vérité physique. Qu'est-ce qu'on essaie de faire maintenant? Donc, on va essayer de faire quoi? Et ici, on va intercaler une équation, ou bien on va définir l'analyse de Fourier. Et vous savez très bien l'analyse fonctionnelle, ou bien les distributions tempérées. Donc, on peut démontrer que on définit la fonction psi à partir d'une fonction g de k, donc la transformation de Fourier pour la fonction psi, et on obtient une fonction, donc s'il demande on obtient, ici on a besoin du théorème de Plancherel, donc la fonction, l'inverse, ou bien la fonction f double Fourier de la fonction psi. Donc on peut définir fonction psi comme étant fonction double Fourier de la fonction, c'est-à-dire l'inverse. On va inverser la fonction psi. Et donc psi devient une distribution. Donc une distribution. Et en utilisant les théorèmes, les relations, bien les mathématiques de distribution, donc vous pouvez trouver que la fonction psi de x et t devient une fonction de carré intégrable. Donc elle va définir exactement la probabilité d'existence. Donc j'arrête un peu pour vérifier ou bien voir les relations. Donc avec cette définition que la fonction psi de x égale à, il définit par une fonction, par une transformation de Fourier. Donc vous savez très bien que psi de x est égal à Fourier de g, de la fonction g. Donc la fonction g chapeau, vous savez très bien que g de psi xt égale à g chapeau. Donc avec g une fonction à support compact. Donc vous pouvez utiliser, faire ou bien réviser les distributions tempérées. Voilà, donc Heisenberg a démontré que l'incertitude sur la position x fois l'incertitude de calcul mathématique très pénible, vous pouvez trouver sur Internet. Donc à partir de cette fonction, à partir de la fonction psi, on démontre que l'incertitude dx fois l'incertitude sur la quantité de mouvement égale à h. Ce théorème, c'est très important. Que veut dire ce théorème? Il veut dire que c'est-à-dire lorsqu'on a l'incertitude sur x, s'appelle théorème de certitude. P la quantité de mouvement et x la position. Lorsqu'on a une grande précision sur la valeur du x, la valeur de position, donc on divise ici par delta x, on obtient delta p supérieur à h bar sur 2 delta x. Lorsque delta x est très petit, donc proche de 0, c'est-à-dire on sait très bien où se trouve l'électron, donc on ne peut pas trouver la vitesse exacte, donc on obtient l'incertitude sur la quantité de mouvement, donc c'est-à-dire l'incertitude sur la longueur d'onde, bien sur donc il devient très grand, donc on ne peut pas trouver la vitesse exacte de la particule, c'est-à-dire si la particule admet une masse, il n'est pas un photon.
Donc on ne peut pas calculer la vitesse exacte, donc l'incertitude. Donc lorsque on divise ici, on divise delta, par delta x, lorsque delta x est très petit, donc h part sur un réel très proche de zéro, il devient delta p supérieur à l'infini. Ce qui veut dire que la, la, la position et la vitesse ne sont pas définies exactement dans les calculs dans les calculs quantiques. Ce qui contradit le fait c'est la physique classique. La physique classique, lorsqu'on a l'équation de mouvement, on peut calculer la position exactement et la vitesse exactement. Donc, par exemple, si vous avez x de t égale à, par exemple, t carré plus de t, donc à l'instant t, vous pouvez calculer la position exacte et vous pouvez calculer la vitesse exacte à partir de, de l'équation de Newton. Donc, c'est le V égale à dx sur dt. Mais pour le calcul quantique, on ne peut pas définir, bien prédire la position et la vitesse à chaque instant. Donc, lorsque vous savez très bien la vitesse, donc vous ne pouvez pas trouver l'électron, donc la particule, vous ne pouvez pas trouver, donc delta x devient supérieur à l'infini. Et lorsque vous avez exactement la position, vous ne pouvez pas trouver la vitesse. C'est Semi Bougara, vous passe bonjour. J'espère que cette séance a donc, répondre à vos questions sur l'histoire de la physique quantique et le problème d'incertitude, des positions, etc., etc. Merci d'avance.